Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire en direct de Nantes. Je suis Nicolas Méchineau, conseiller en viticulture à l'antenne de Clisson, vignoble nantais. Je suis accompagné aujourd'hui de Guillaume Gasdaldi, conseiller responsable du service viticulture en pays de Loire, à Douai-la-Fontaine, c'est vignoble Anjou-Saumur. Et puis, sans oublier notre ami Gérard Beignet, notre expert en machinisme, qui nous présentera la partie rampe de désherbage. Et pour réceptionner vos questions, c'est Pauline Ardois, conseillère en viticulture, qui nous accompagnera et qui pourra nous aider éventuellement à répondre à certaines questions en fin d'intervention. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour à tous et bienvenue. Donc les nouvelles contraintes réglementaires, mais aussi environnementales et sociétales, sur l'utilisation des phytosanitaires au sens large et plus précisément des herbicides, nous obligent à repenser les pratiques viticoles. Et pour bien vous accompagner, pour que vous ayez les bonnes bases nécessaires à la compréhension de ces évolutions réglementaires, nous proposons deux webinaires. Ce premier webinaire sera consacré plutôt à la partie réglementaire, les nouvelles réglementations, et une deuxième partie sur le réglage de la rampe à désherber plutôt orienté machinisme. Et un deuxième webinaire vous sera proposé le 8 février prochain, plutôt sur les stratégies que l'on peut mettre en place, soit en substitution, soit en mixant les différentes techniques pour pouvoir continuer à produire du raisin dans ce nouveau contexte. Donc, je laisse la parole à Nicolas qui va vous présenter le sommaire détaillé de ce webinaire. Très bien. Le sommaire, Guillaume, s'il te plaît. Alors, au sommaire et en première partie, nous allons vous expliquer les règles d'usage des désherbants, l'usage du glyphosate maintenant, avec tous les changements. Quelques mots sur les autres molécules, puis d'autres évolutions comme le contrôle du pulvérisateur et le conseil stratégique phytosanitaire. Juste avant, on vous parlera de la liste officielle des matériels homologués, quelques mots sur les ZNT, les DVP et autres DSR. Alors Nicolas, dis-nous ce qu'il en est aujourd'hui des nouvelles conditions d'usage du glyphosate. Alors en juin 2018, il y a eu la mise en place d'un plan d'action pour la sortie du glyphosate en France. Puis en octobre 2020, il y a eu la publication par l'ANSES de l'évaluation comparative des alternatives non chimiques au glyphosate, avec l'intégration des résultats dans les conditions d'emploi des produits. En bref, l'utilisation du glyphosate est à présent interdite. Pour les situations où il peut être substitué par une solution non chimique. Donc, depuis le 16 septembre 2021, depuis l'automne, là, le glyphosate est réservé aux cavaillons. Il est interdit dans l'interrang. La dose maximale est de 450 grammes de matière active par hectare et par an. Une seule application par an est autorisée. Et il y a très peu de situations justifiant l'usage à 2160 grammes hectare en vignoble ligérien. C'est ce qu'on peut trouver sur les situations de forte pente de sol caillouteux. Donc très peu de situations en vignoble ligérien sur cet usage. Et donc Nicolas, quelle incidence cela aura-t-il notamment sur le calcul de l'IFT? Alors il faut bien nous écouter. Pour les vignerons certifiés en cours de certification HVE, il est important de se projeter. L'utilisation du glyphosate à la dose maximale de 450 grammes par hectare et par an, l'IFT sera de 0,21 pour les marques commerciales dont l'AMM a été modifiée, mais qui n'ont pas encore été réexaminées. Une fois réexaminées par l'ANSES, courant 2022, la dose maximale d'emploi ci-dessous entourée changera et passera à 1,25 litres hectare, à une concentration de 350 grammes par litre. Mais l'IFT, lui, restera toujours de 0,21, car la référence du calcul se fera à partir de la dose maximale utilisable uniquement en situation non mécanisable. C'est la diapo 6. Donc, 0,21. Donc en résumé, on utilisera désormais le glyphosate que sur le rang, uniquement à la dose de 450 grammes par hectare et par an dans 90% voire 95% des parcelles. Je n'utilise qu'une seule fois par an
Et surtout, pensez bien à vous référer à des référentiels à jour pour vérifier les usages précis et spécifiques à la spécialité commerciale que vous utilisez. Et si vous êtes certifié, notamment HVE, c'est important de vous projeter sur le calcul de l'IFT. Et donc en 2022, et après, l'IFT du glyphosate appliqué à 450 grammes par hectare et par an sera égal à 0,21 points d'IFT. Nicolas, est-ce qu'il y a d'autres changements importants à prévoir sur les autres molécules de désherbant? Alors, ce qu'on peut retenir, ce qui est le plus important, hein, c'est la RAMI ou le PLEJ, hein, la flumioxazine, hein, et qui a changé de phase de risque récemment. Alors, mais attention, hein, c'est à présent un H361D qui est susceptible de nuire au fœtus. Ça, c'est spécifique à la phase de risque. C'est un CMR2 à présent. Ce changement a pour conséquence d'autoriser le mélange en vérifiant réglementairement cette possibilité, hein, toujours. Hein. La distance sécurité riverain, la fameuse DSR, passe de 10 mètres au lieu des 20 mètres dans son homologation précédente. Il est à présent utilisable au regard du cahier des charges Terravitis en 2022, sous condition. Hein. Et puis ce qu'on peut aussi retenir, c'est le divrinol qui n'est plus utilisable que sur les jeunes plantations de moins de 4 ans. Voilà pour les changements à l'heure actuelle, à ce jour. Au-delà des matières actives, il y a aussi des changements sur le contrôle des pulvérisateurs. Oui, c'est ça. Attention, hein, le contrôle des pulvérisateurs réalisés après le 1er janvier 2021 sont renouvelés au bout de 3 ans. Si le dernier contrôle a été fait, par exemple en 2021, il sera renouvelé en 2024. Pour les pulvérisateurs neufs, le premier contrôle est à réaliser dans les 5 ans maximum suivant la date d'achat de l'appareil. C'est ce qu'on appelle de la mise en service. Si le contrôle est OK, pas de problème. Conservez bien le rapport de contrôle. Si une contre-visite partielle ou totale est nécessaire, vous avez 4 mois pour réaliser les travaux de réparation avec la contre-visite. Mais attention, vous ne pouvez plus l'utiliser, l'appareil pendant cette durée. À défaut de respect du délai de 4 mois, votre certificat pourrait être suspendu. Donc tous les appareils motorisés sont concernés, y compris les rampes à désherber. Donc vérifiez, planifiez les contrôlants. Vous allez bientôt sortir votre pulvérisateur de l'hivernage et vous allez effectuer l'autocontrôle habituel. Profitez-en pour vérifier si les buses en service sont présentes sur la liste officielle des matériels permettant la réduction de la dérive. Cette liste est régulièrement actualisée. Pour rappel, l'utilisation de ces matériels est nécessaire pour réduire la largeur des zones non traitées, le long des milieux aquatiques, ces fameux ZNTO, et certaines distances des sécurités riverains, enfin à proximité des habitations, ce qu'on appelle la DSR, hein, distance sécurité riverain ou ZNT, les ZNT habitat. Justement, Nicolas, est-ce que tu peux nous dire quelques mots pour préciser les ZNTO et ces dispositifs végétalisés permanents, DVP? Alors, c'est largement abordé lors du renouvellement de votre certificat. Hein. La zone non traitée, la ZNT, est une distance à respecter vis-à-vis des points d'eau lors des pulvérisations. L'objectif, elle a vocation à limiter le transfert par dérive, donc c'est de l'aérien, hein, vers les points d'eau. C'est une mention réglementaire qui accompagne l'autorisation de mise sur le marché. Elle est spécifique au produit et figure sur l'étiquette. S'il n'y en a pas, il faut respecter 5 mètres. Alors, quels sont les cours d'eau ou les règles où les ZNT s'appliquent? Alors, sous vos yeux, un tableau de synthèse. Alors, c'est pas très harmonisé, hein, c'est parce qu'il y a un arrêté par département. C'est un peu compliqué. Et ce qu'il faut savoir, d'ordre général, c'est qu'il faut, à part pour un département, il faut superposer 2 cartes. La carte IGN au 1,25 millième et la carte cours d'eau disponible sur le site de la DDT de votre département. C'est ce qu'on appelle la carte BCAE. Respectez bien aussi les distances vis-à-vis des fossés et des autres points d'eau comme noté sur le tableau présenté. Donc, regardez bien toutes les prescriptions qui sont liées en fait à l'arrêté de votre département. Alors,
les largeurs de la zone non traitée à respecter peuvent être réduites de 20 à 5 mètres ou de 50 à 5 mètres, sous réserve du respect de 3 conditions simultanées. 1. La présence d'un dispositif végétalisé arbustif permanent de 5 mètres de large en bordure du point d'eau et d'une hauteur au moins équivalente à celle de la vigne. En deuxième point, l'utilisation de buses antidérives agréées, donc la fameuse liste officielle dans laquelle on vient de parler. Et puis la traçabilité complète sur un registre phytosanitaire. Alors sur ce registre, vous n'oublierez pas de noter l'île opaque, la surface traitée, et surtout ne pas oublier la date de récolte. Et puis je vais vous parler des DVP, qui est l'abréviation du dispositif végétalisé permanent. L'objectif de ce dispositif est de limiter le transfert des produits phytosanitaires par ruissellement. Là, on est bien au sol. C'est une zone le long des cours d'eau recouverte de façon permanente et continue de plantes herbacées et arbustives d'une hauteur au moins équivalente à la culture. C'est évidemment applicable aux parcelles bordant les cours d'eau. Une DVP ne doit recevoir aucune application de produits. Une DVP est incompressible, même si vous avez un matériel homologué. On a regardé avec Guillaume, il y a très peu d'herbicides qui sont concernés. Le seul exemple qu'on a pu constater à ce jour, c'est le sorcier, le pyrafluphène, ou le guerrier, avec une DVP de 20 mètres. Et puis, sur la diapo, vous avez en haut à droite un petit message de sensibilisation, un bouchon de crayon, je ne vais pas dire la marque. C'est 1 gramme de matière active dans un cours d'eau au diamètre de 1 mètre. C'est 10 km de cours d'eau dégradé. Donc pas grand-chose, quoi. Enfin, le bouchon du crayon. Après, l'impact, il est fort. Nicolas, donc l'arrêté du 27 décembre 2019 fixe au niveau national les ZNT riverains et les distances à respecter. Ces distances sont établies depuis la limite de propriété et tient compte de l'habitation et de la zone d'agrément attenante. Mais le Conseil constitutionnel avait retoqué la rédaction des chartes au niveau départemental. Est-ce qu'il y a eu des changements depuis ces injonctions du Conseil d'État? Ah oui, c'est tout récent, Guillaume, et pour tous. Ça date du 26 janvier dernier, du 26 janvier 2022. Il y a un nouvel arrêté. Il est précisé l'obligation de prévenir les résidents avec mise en application d'une solution via les chartes. C'est les chartes qui vous diront, mais aussi des mesures de protection des personnes travaillant à proximité des zones d'utilisation. Ça peut être l'usine, par exemple, ou des lieux de stockage. L'autre changement important, c'est les CMR2. Alors attention, parce qu'à partir du 1er octobre 2022, une DSR incompressible sera inscrite dans les autorisations de mise en marché de ces produits-là. Donc il faudra être en veille. En local, l'arrêté conforte les chartes, mais donne 6 mois de délai maximum pour les compléter. Donc on en saura plus en fait au mois de juillet prochain. Et puis, on vous présente le petit schéma que vous connaissez bien, puisqu'il a été largement publié. Donc, un petit rappel, si vous avez un produit phyto qui est classé T ou T+, ou qui est CMR1, la distance, c'est 20 mètres à respecter. Pour les autres, c'est 10 mètres sous condition, alors la présence de la charte, du matériel homologué, etc. etc. Alors nous, au quotidien, c'est la diapo suivante, Guillaume, on utilise en fait un petit arbre de décision, c'est l'arbre de décision Mes Parcelles. Alors Mes Parcelles, c'est un outil de traçabilité développé par les chambres, qui est bien connu par certains d'entre vous, qui marche à tous les coups. Alors en premier, si vous avez un produit qui est homologué avec qui a une distance sécurité riverain dans l'homologation, elle est incompressible, elle doit être appliquée. Ensuite, si vous avez un produit qui n'a pas de DSR mais qui est classé T ou T+, ou CMR1, dans ces cas-là, c'est 20 mètres. Et puis si vous avez des produits qui sont homologués en agriculture biologique ou de biocontrôle, sans DSR, là il n'y a pas de DSR. Alors attention, parce qu'il y a certains produits qui sont homologués bio qui ont des DSR. Donc là, il faut les appliquer. Et puis, si vous avez des produits conventionnels qui n'ont pas de DSR et qui ne sont pas CMR1, qui ne sont pas classés T, T+, dans ces cas-là, si vous êtes détenteur de la charte, donc présence en fait sur l'exploitation, et que vous avez un accord avec votre voisin, il n'y a pas de DSR. Dans les autres cas, si vous avez un matériel qui est homologué à la réduction de la dérive, vous allez pouvoir appliquer des réductions, qui sont affichées sur le petit tableau en bas à gauche.
Et puis dans l'autre cas, dans le dernier cas, c'est 10 mètres. Voilà. Donc c'est un petit tableau qui est très utile, nous on s'en sert presque au quotidien, ça marche à tous les coups et on ne se trompe jamais. Voilà. Alors à ce jour, et dans l'état, en attente de réécriture des chartes, c'est comme ça. Et puis vous pouvez télécharger en fait la charte de votre département via le site de la Chambre d'agriculture, la rubrique phytosanitaire. C'est ça, Guillaume, c'est bien ça. Oui. Exactement. Il y a également des changements importants dans le cadre du conseil avec une application de la séparation du conseil et de la vente. Que peux-tu nous dire, Nicolas, de la mise en place du conseil stratégique phytosanitaire, donc le CSP? Alors le CSP, c'est aussi une grande nouveauté. Le CSP a été mis en place depuis le 1er janvier 2021. Une exploitation reconnue en phase de conversion en agriculture biologique en est dispensée, de même que les exploitations certifiées HVE. Donc si vous êtes en certifié HVE de niveau 3, ou si vous êtes en démarche conversion ou converti agriculture biologique, vous n'êtes pas concerné par ce dispositif. À compter de cette date, donc pour les autres exploitations agricoles, ils devront justifier obligatoirement de 2 conseils stratégiques phytosanitaires par intervalle de 5 ans. Ces 2 conseils doivent être espacés minimum de 2 ans et de maximum 3 ans. Donc là, vous avez un petit tableau qu'on vous a mis dans la diapo en bas. Ça permet de vous situer et de vous dire où vous en êtes. Donc regardez en fait la date à laquelle vous avez passé vos derniers certificats. Vous prenez le petit tableau en bas et vous mettez en situation. Et dans n'importe quel cas, si vous n'êtes pas en agriculture biologique, vous n'êtes pas HVE, il faudra vous y intéresser avant la fin 2023. Le CSP est composé de 2 parties. On va rentrer un peu dans le contenu. C'est d'abord un diagnostic qui est valable 6 ans. Ce diagnostic vise à identifier des leviers, un plan d'action avec un plan d'action qui priorise les leviers et estime l'impact sur la consommation de produits phytosanitaires. Ces 2 phases sont réalisées en concertation entre un conseiller d'une structure agréée indépendante et l'agriculteur afin que le plan d'action soit cohérent selon ses objectifs, selon ses possibilités technico-économiques et ses projets à court et moyen terme. La réalisation du conseil sur l'exploitation donne lieu à la délivrance d'une attestation nécessaire pour le renouvellement du certificat. C'est extrêmement important. Donc regardez bien, mettez-vous en situation et vérifiez. Voilà. Donc en résumé, la fliomoxazine, en fait le pledge leur a mis, devient CMR2. Je vérifie l'échéance du contrôle de mon pulvérisateur, vérifiez bien. Je vérifie si mes bus sont présentes dans la liste officielle des matériels homologués à la réduction des ZNT. Je conforme ma situation vis-à-vis des cours d'eau. Donc vérifiez bien votre situation. Vous pouvez nous demander de l'aide sur cette partie-là. Je respecte en fait les prescriptions qui sont liées aux ZNT eau. Je peux réduire les ZNT eau inscrits dans la MM sous certaines conditions. Donc la présence de la bande enherbée de 5 mètres. Les buses présentes et utilisées, et je trace mes pratiques sur un registre phytosanitaire conforme. Je repère mes produits dans une DVP inscrite dans le... Je repère mes produits avec une DVP inscrite dans leur AMM, et puis je respecte aussi les desserts avec l'aide de l'arbre de décision qui vous a présenté. Et puis si je ne suis pas HVE ou pas bio, je planifie dès à présent mon contrat, mon CSP. Voilà. Bon, voilà pour la présentation qui est plus liée à la stratégie, enfin à la réglementation. Maintenant, je vais laisser la parole à Gérard Beignet qui va vous parler de la rampe de désherbage. C'est une autre chose qu'il faut regarder de près avant de se lancer dans la saison et en fonction des nouvelles contraintes d'aujourd'hui. Je profite de cette transition pour rappeler que vous pouvez poser vos questions dans le chat, dans la petite bulle en bas à droite de l'écran, si vous sortez du plein écran. Et on répondra à la fin. Gérard, c'est à toi. Merci. Pour faire suite à l'application des produits phytosanitaires et
pour une bonne application, voilà, nous avons réalisé une batterie de tests techniques, hein, positionnement des buses sur la rampe, hauteur de la rampe, afin de définir la concentration recommandée du produit phyto sur une bande optimisée, dans le cadre du glyphosate. Alors les tests qu'on a réalisés, c'est en fin de compte, c'est quel montage, quel bus, quel volume écart pour un résultat efficace. Voilà, alors plusieurs tests, on a fait des tests aux bandes de répartition et ensuite nous avons fait des tests réels sur la parcelle avec des papiers hydrosensibles pour voir effectivement la largeur de buse, la largeur de la bande désherbée avec l'utilisation de buses et le recroisement des jets. Donc vous pouvez le voir sur le papier hydrosensible avec différentes largeurs qui ont été établies. Donc si on reprend les résultats, hein, point par point, donc les tests, on a testé 4 buses sur une rampe localisatrice. Donc une première buse injection d'air T-Jet à jet excentré, de 85 degrés, reconnue ZNNT. Une buse injection d'air AVI OC de la marque Albuse, à jet excentré, pareil 80 degrés 02, calibre, reconnue ZNNT. Une buse injection d'air Albuse CVI non ZNNT à jet excentré. Une buse standard laiton OC à jet excentré 90 degrés 02, voilà, non ZNNT. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir de ces expés? Donc une première expé, nous avons éloigné les buses de 60 cm, donc c'est une pratique qui se fait couramment, voilà, donc qui permet un guidage facilité dans le rang sans buter sur les ceps, et une hauteur des buses de 30 cm. Donc là, nous avons eu au sol une répartition, une bande effective de 65 cm. Qu'est-ce qu'on peut voir aux bandes répartition? Bande répartition, on s'aperçoit qu'au recoupement des buses, plus on va les éloigner, hein, et on va trouver un sous-dosage au centre du recroisement des buses, hein, que vous voyez sur la petite photo de droite, voilà, hein, qui a été fait sur un banc de répartition à vide. Si on passe sur la diapo suivante, hein, nous avons relevé la rampe, hein, de 10 cm, donc on a peu d'incidence sur la largeur pulvérisée, mais on retrouve toujours un sous-dosage partiel au recroisement des jets. Alors, par contre, on augmente un tout petit peu la largeur de la bande désherbée à la hauteur de 5 cm de plus, environ 70 cm, sur terrain bien plat. Donc ensuite, nous avons changé une modalité, hein, puisque on a rapproché les buses pour voir ce que ça allait faire, mais là on arrive, il faudra adopter un guidage très précis au centre du rang pour bien centrer nos 2 buses de chaque côté du cep de vigne, hein, donc on est arrivé à 40 cm de large entre chaque buse, et là on a défini une bande de désherbage entre 55 et 60 cm pour une hauteur de buse de 40 cm. Et là, on va régler un problème, c'est le problème de recroisement entre 2 buses, puisque là, on va avoir un coefficient de variation faible, c'est-à-dire que là, on est très régulier sur la répartition horizontale. Donc, on a changé un paramètre, c'est-à-dire qu'on était à 40 cm de hauteur sur notre rampe tout à l'heure. Et puis là, on a baissé à 30 cm et on obtient une bande désherbée de 55 cm. Voilà sur cette diapo, là, ce qu'on peut voir. Donc on a bien conservé notre répartition horizontale, une répartition horizontale de qualité. Ce qu'on peut dire, hein, Gérard, c'est qu'on n'a pas essayé de diminuer plus que ça parce que ça nous paraissait compliqué au niveau technique, voilà. De guidage. On s'est arrêté ici. Donc, ce qu'il faut dire, sur un montage comme celui-ci, il faudra maîtriser le guidage de l'ensemble pour bien conserver l'écartement entre la buse et le cep de vigne.
Donc ce qu'on a réussi, pour résumer, à faire au mieux en termes de largeur, c'est 55 cm. C'est bien ça, Gérard. Voilà, tout à fait. Alors, pour vous aider à réaliser vos désherbages, nous avons établi un tableau. Donc, il y a deux types de tableaux. Donc, nous avons un tableau en vigne étroite 1,40 m. On a retenu une bande plutôt de 60 cm, voilà, entre désherbés, qui est tenable en conduite. Voilà. Donc ça nous fait une concentration de produit, si on ramène ça sur une bande de 60 cm, une concentration de produit de 1050 grammes de glyphosate, en partant bien sûr, ça nous fera un équivalent 450 grammes hectare, qui est la réglementation effective à l'heure d'aujourd'hui. Alors prenons ce tableau, comment le lire, voilà. Donc vous avez à gauche les vitesses de travail. Donc exemple, si je roule à 6 km/h et que j'ai un débit de buse de 0,91 litres minute, je mettrai 130 litres hectare de bouillie. Donc à ces 130 litres, bien sûr, vous y mettrez les 1050 grammes de glyphosate. Voilà. Et ça nous fait un équivalent plein de 450 grammes hectare. Donc, pour les structures à vignes larges, on s'est arrêté sur un calcul d'écartement entre vignes de 2 mètres, donc avec une bande désherbée de 70 cm. Et là, nous arrivons à une concentration de 1200 grammes de glyphosate sur cette bande. Voilà. Alors, bien sûr, en respectant la réglementation qui est équivalent 450 grammes hectare. Donc, si je reprends toujours ce même exemple, je roule à 6 km/h, j'ai une buse qui délivre 0,91 litres minute, ça me fera 91 litres de bouillie à l'hectare, à lequel vous allez y adjoindre les 1280 grammes de glyphosate. Donc, ensuite, quelle pression utiliser en pulvérisation? Donc c'est important. Alors, sur les tableaux précédents, je vous ai mis plusieurs débits de buse, 0,65 litres, 0,79 litres minute, 0,91 litres minute, 1 litre 0,2. Voilà. Donc ce qu'il faut retenir quand on va utiliser une buse injection d'air type ZNT, il ne faut pas baisser trop en pression, voilà. Donc si vous regardez le tableau, à un moment vous allez voir la taille des gouttes, voilà, et la taille des gouttes va être en relation directe avec la pression de la pulvérisation. Effectivement, si on veut avoir une bonne qualité de la pulvérisation, il faut monter en pression avec ce type de buse, voilà. Et donc si je prends 0,91 litres, voilà, à 6 km/h, du tableau précédent, donc il faut travailler à 4 bars. Donc voilà, pour les buses T-Jet, si on prend les buses AVI, donc ça va être la même chose. Pour ne pas faire de la trop grosse goutte, il faudra minimum travailler à 3 bars. Non, ça c'était pour les buses CVI, mais qui est une injection d'air non ZNT. Et pour les buses AVI, voilà, il faudra minimum travailler entre 4 bars pour avoir 0,91 litres. L'objectif est de ne pas descendre en dessous de ces pressions afin d'éviter de faire de trop grosses gouttes et où là le produit serait moins efficace. Et si vous utilisez de la buse standard, alors bien sûr, c'est dans les zones qui ne sont pas ZNT. Cette fois-ci, sur une buse standard, les buses standards font, avec une pression moindre, font déjà de la très fine goutte. Donc cette fois-ci, sur ce type de buse, il faut mieux travailler aux alentours de 2 bars. C'est pour ça que dans les tableaux précédents, je vous ai mis un débit de buse aux alentours de 0,61 litres. Donc là, comme vous pouvez le voir, sur une buse standard OC, on a 0,65 litres à 2 bars. Donc vous pouvez travailler à 1 bar 8 pour obtenir 0,61 litres minute. Très bien, Gérard. Donc pour résumer rapidement, vous avez une buse à injection d'air, il faut mettre un peu de pression. Et puis pour les buses qui sont pas injection d'air, il ne faut pas trop mettre. Tout à fait. Voilà. Sinon, vous allez avoir beaucoup de dérives
beaucoup de pertes de traitement par évaporation et vous aurez une efficacité un peu moindre. Alors une chose, dernier diapo, ce qu'il faut retenir, la dernière diapo, que si le diamètre des gouttes ou le choix des buses est en fonction du type de produit que vous allez, du mode d'action du produit que vous allez utiliser. Si vous utilisez un produit systémique, on peut faire de la goutte moyenne à grosse, voilà, donc il n'y a pas de souci, et tout sera ciblé. Alors là, c'est bien le licrage en plein. Alors en Viti, on est largement au-dessus de ça, donc on est sur des litrages, si on est à 91 litres, on multiplie par le facteur de conversion, donc c'est l'équivalent de 300 litres en plein, donc il n'y a pas de souci, vous pouvez utiliser des buses injection d'air, mais en respectant leur pression d'utilisation. Donc pour un produit systémique, que ce soit cible étroite ou cible large, il n'y a pas de recommandation, dans votre cas, peuvent être utilisés. Dans le cas des produits de contact, attention, il faut quand même microniser la gouttelette, du moins sur cible étroite. Alors attention aux buses injection d'air, on peut être en limite de ne pas descendre en l'équivalent de 150 litres hectares. Donc c'est-à-dire, il faut mieux travailler sur des débits aux alentours de 0,91 litres minute et là vous n'aurez pas de souci. Ou là, et avec une pression assez élevée, plutôt aux alentours de 4 bars et 4,5 bars, pour bien cibler les plantes peu développées. Pour les cibles larges, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de recommandation spécifique. Très bien, impeccable. Voilà. Merci beaucoup Gérard, c'est riche d'enseignements. Voilà, donc là maintenant, donc on vous remercie pour votre attention. On a laissé une large place pour les questions, donc allez-y via le chat, posez vos questions. Pauline, est-ce que tu as quelques questions qui sont arrivées? Alors oui, on a déjà quelques questions. Une première question pour Nicolas plutôt. Quand un cours d'eau apparaît sur la carte BCAE mais qu'il est busé sur le terrain, est-ce qu'on doit appliquer les zones non traitées pour l'eau? Alors ça dépend. Ça dépend en fait de quand a été fait le busage. Si le busage il est ancien, qui date d'avant 1992, on va considérer alors que le cours d'eau n'existe pas. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est la situation de terrain en fait qui a de l'importance. Si le cours d'eau il est busé depuis longtemps, on va considérer que le cours d'eau n'existe pas. Si c'est récent, ça dépend par qui il a été fait. Si ça a été fait dans le cadre d'une urbanisation, il n'y a pas de souci. On va considérer qu'il n'existe pas. Vous n'êtes pas censé en fait buser vous-même. Il y a des règles qui sont prescrites sur l'entretien des cours d'eau. Je vous invite à venir vers nous, on vous donnera les prescriptions. Vous pouvez les trouver aussi sur le site de la DDTM. Donc pour résumer, ça dépend en fait de quand a été busé le cours d'eau. S'il est ancien, il n'existe pas. S'il est récent, attention. Là, il faut voir dans quelles circonstances il a été busé. D'accord, merci. On a une autre question en rapport avec les distances de sécurité riverains. Si on se recule de 10 mètres, est-ce qu'on est toujours en conformité, quel que soit le cas de figure? Alors, oui et non. Oui, si vous utilisez jamais de produits qui sont classés T, T+, CMR1, ou qui n'ont pas de DSR supérieur à 10 mètres. Dans ces cas-là, en fait, vous allez être toujours conforme. Et il va falloir bien regarder en fait le choix des produits. Alors, je crois que ça répond à la question suivante, qui était si la DSR elle est écrite sur le bidon, est-ce qu'on peut la réduire? Non. D'accord. Donc c'est pas comme les ZNT. Voilà. Ok. Pas la réduire. Alors attention, parce qu'il y a des produits qui sont homologués en agriculture biologique, qui ont des DSR, et parfois il me semble qu'il y en a un, c'est un cuivre, qui a une DSR qui est égale à 20 mètres, si je ne me trompe pas. Soyez en veille, regardez bien. Ça peut être un critère de choix aussi lorsque vous faites vos commandes produits. Donc il y a plusieurs sources. Vous pouvez aller sur IFI, vous
faut aller sur le référentiel Mes Parcelles pour vérifier. Autrement, la Chambre en fait diffuse des petits référentiels papier aussi qui sont très utiles. Et puis il y a le coût et fourniture aussi. Vous pouvez, je pense, trouver cette information. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à la question? Pauline, tu penses que c'est... Je n'ai pas d'autres questions dans le chat. On a encore un peu de temps, donc n'hésitez pas à cliquer sur la petite bulle bleue en bas à droite de l'écran quand vous sortez du plein écran pour nous poser toutes vos questions. Très bien. Gérard, je me retourne vers toi. Tu fais des formations encore sur les matériels de pulvérisation. Il y a des choses qui sont proposées. Au niveau champ d'agriculture et au niveau sur le vignoble nantais, donc on propose des journées dans le cadre des groupes d'agriculteurs, des journées réglage pulvérisateur. Donc on fait des plateformes où les gens qui s'inscrivent, on peut régler, si vous amenez votre pulvérisateur, on peut le régler sur cette journée-là. Très bien. Très bien, donc n'hésitez pas, hein, faites-nous savoir en fait si vous êtes intéressé par ce genre d'action. Et puis moi je vous invite, en parlant toujours du matériel, à bien faire l'autocontrôle en début de saison. Prenez bien le temps en fait à faire les bonnes vérifications qui s'imposent. C'est quand même super important et ça peut peut-être vous éviter aussi des pannes en saison qui peuvent être très embêtantes à des moments qui ne sont pas opportuns du tout. Donc vérifiez bien votre matériel avant le démarrage de la saison. Voilà, très bien. Guillaume, tu veux rajouter quelque chose? Merci à nos intervenants du jour pour la qualité et la clarté des explications, parce que c'est un sujet pas toujours clair et c'est important d'avoir des précisions qui permettent de bien tout comprendre. Et donc on vous donne rendez-vous le 8 février prochain, donc pour le prochain webinaire consacré cette fois aux stratégies qu'on peut mettre en place dans ce contexte qui évolue, pour garder toujours une efficacité importante dans la gestion de la concurrence de la vigne. Et à l'occasion de ce webinaire, on vous présentera aussi les accompagnements qu'on peut vous mettre à disposition, que ce soit sous forme collective, individuelle, groupe, formation, pour vous accompagner, pour vous aider à diffuser ces pratiques et à les intégrer dans vos itinéraires techniques sur vos exploitations. Merci à tous et puis à la semaine prochaine alors. Merci, à la semaine prochaine.